Bienvenue dans Présage sur le vif, des épisodes confinés sur ce que révèle la crise sanitaire et ce qu'elle présage. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Philippe Biwix, ingénieur spécialiste de l'épuisement des ressources minérales, critique du technosolutionnisme et auteur de l'âge des low-tech. Philippe Biwix, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais d'abord savoir, est-ce qu'il y a à ce stade un aspect de la crise qui retient particulièrement votre attention ? Il y en a sans doute beaucoup. S'il y en avait un qui devait retenir vraiment mon attention, c'est l'incroyable foultitude des prises de position médiatiques des uns et des autres, que ce soit le gouvernement évidemment qui se doit d'en faire des tonnes, comme tous les gouvernements à l'heure des réseaux sociaux, mais également l'ensemble des tribunes, des appels, des groupes de travail qui se montent partout pour construire le monde d'après. Et j'avoue que je suis très impressionné par la vitesse à laquelle ces appels ont été lancés d'un peu de partout, hein, d'ailleurs. Il y a ceux qui appellent à nationaliser, ceux qui appellent à construire un monde écolo, à la reprise verte, etc. Mais bon, j'avoue que moi j'ai été pris dans une première phase peut-être de sidération, avec une sourde inquiétude sans doute liée à la question de savoir si le système d'approvisionnement allait tenir dans la durée. Bon, il semble que l'arrêt des usines européennes de voitures, compte tenu de la quantité transportée d'un bout à l'autre de l'Europe de pièces automobiles, fait que ça a libéré quelques places pour être sûr de transporter des tomates et des patates, donc tout va bien de ce point de vue-là. Mais j'ai été un peu sidéré aussi de la vitesse à laquelle il y a toutes ces réflexions qui émergent, aussi un petit peu négativement peut-être au sens de dire finalement on s'inscrit dans cette injonction à la vitesse permanente et à l'accélération permanente, qui est aussi un petit peu ce qui nous tue, si je puis dire. Et j'ai du mal à construire le monde d'après en démarrant au 3e jour de confinement, je l'avoue. Je suis assez d'accord. Ça vous inspire le contraste qu'il y a entre notre rapport au progrès en général et la techno-béatitude versus le principe du confinement qui est quand même assez archaïque, quoi, Je ne sais pas si ça renvoie complètement à des pratiques archaïques, parce que finalement c'est un confinement qui tient dans la durée, à la fois dans sa composante sociale et dans sa composante professionnelle, grâce aussi au numérique, et donc grâce à une extrême complexité technique. Donc ce qui peut-être est relativement brutal, c'est de se rendre compte qu'on a la capacité dans nos sociétés, y compris démocratiques, à basculer entre guillemets assez vite et à imposer un certain nombre de mesures de restriction des libertés publiques, bon, pour notre bien collectif, hein, sans doute, mais effectivement qui va très vite et qui a pu surprendre, puisqu'on a même pu parler ici ou là de couvre-feu, alors des mots qui ont pu être qu'il faut manier avec précaution évidemment, mais et puis la question de la rhétorique guerrière aussi, hein, avec les armes que sont les masques, la première ligne composée des soignants ou des conducteurs de camions ou des logisticiens, etc. Donc je pense pas qu'on soit dans un contraste si grand. Je pense il y a même sans doute, on verra bien, il est beaucoup trop tôt pour tirer des leçons de la crise, mais sans doute cette crise aura été aussi un accélérateur des pratiques numériques, hein. Pensons à l'école par exemple, et alors même si aujourd'hui il y a je pense que les pratiques là aussi sont un peu diverses, et la prise en main des outils, que ce soit du côté des professeurs ou des élèves, n'est pas évidente, mais forcément il y a aujourd'hui une numérisation qui s'accroît de ce côté-là, forcément. Et puis sur la question professionnelle aussi. Et justement, sur les projets de mise en place de technologies de surveillance et les applications de tracking, est-ce que, déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, est-ce que c'est pas le moment aussi d'essayer de faire comprendre qu'il faut avoir du discernement quand on met en place ce genre d'outils ?
La question du discernement, c'est toujours la même, hein. C'est-à-dire que face à la technologie qui évolue, on a toujours les bons usages et les mésusages. L'histoire montre évidemment qu'il est stupide de vouloir s'emparer d'une nouvelle technologie en n'ayant que les bons côtés et pas les mauvais côtés. On a toujours à la fois les bons et les mauvais côtés. C'est l'ambivalence de la technologie et je pense que depuis Oppenheimer et la bombe atomique, ça a été largement démontré. Donc, je dirais que là encore, il y avait déjà des envies ou des réalités d'ailleurs de surveillance numérique, plutôt pour des questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Et là, effectivement, vont arriver des avancées, si je puis dire, liées à la question sanitaire. Mais finalement, ce sont deux domaines, le domaine médical et le domaine de la sécurité, où la contestation est difficile, quoi. C'est dans les deux cas, c'est pour notre bien, entre guillemets, qu'on va mettre en place un certain nombre de choses. Donc, effectivement, cette crise sanitaire va là encore peut-être accélérer des tendances de fond qui de toute manière pointaient leur nez, quoi, hein. Il y avait des questions de vidéosurveillance, des questions de reconnaissance faciale, la question de la propriété des données, même si l'Europe, à travers la réglementation RGPD, tente un peu de ménager la chèvre et le chou, si je puis dire, mais voilà, pour moi, rien de nouveau complètement sous le soleil, c'est plutôt, là encore, peut-être un à-coup de l'histoire, une légère accélération d'un phénomène en cours. Donc on a vu que la propagation et la contagion a été vraiment fulgurante et le ralentissement de l'économie a été aussi extrêmement brutal. Selon vous, qu'est-ce que ça dit de notre rapport collectivement au temps et à l'espace, et notamment sur la métropolisation du monde et aussi sur la longueur des chaînes d'approvisionnement? Je pense que là encore, en fait, la crise, elle agit comme un révélateur. Alors, ça a d'abord été un révélateur supplémentaire, peut-être des inégalités, hein. Après l'épisode des Gilets jaunes, finalement, on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, en fonction du poste qu'on occupe, on peut être confiné ou bien au front, pour reprendre la rhétorique guerrière. Et puis on n'a pas tout à fait les mêmes conditions de confinement non plus quand on est confiné, selon le lieu et la résidence qu'on occupe. Donc entre le bassin d'Arcachon et la banlieue parisienne, on n'est pas tout à fait sur le même niveau. Ça, c'est le premier révélateur. Le deuxième révélateur, c'est effectivement j'allais dire la fragilité, mais pas forcément, enfin en tout cas la complexité du mode de fonctionnement de notre système économique. Alors qui faisait dire à un certain nombre d'observateurs alors adeptes de Tainter par exemple, ou de Meadows, que voilà, cette complexité-là peut mener à des mécanismes un peu protéiformes d'effondrement. En fait, on s'aperçoit que ça peut aller encore beaucoup plus vite, et que ça va plus vite plutôt avec des cartes jokers que peuvent être, alors là, la pandémie, mais ça aurait pu être des questions de château de cartes du secteur bancaire, d'antibiorésistance, de virus informatique plutôt que de virus tout court, que sais-je. Mais voilà, ce qui est clair, c'est que le niveau de concentration et d'extrême mobilité humaine favorise évidemment ce type de résurgence, quoi. On a vu aussi qu'on avait perdu la capacité de produire pas mal de choses en France et même à l'échelle européenne. Est-ce que vous pensez qu'on peut relocaliser au moins en partie des productions essentielles, sachant que, j'imagine qu'on a dû perdre au moins en partie des compétences techniques et humaines de tout ce qu'on a envoyé produire en Chine et ailleurs? Alors, moi, je pense qu'effectivement, si on sort de cette crise sans rien avoir appris, ça serait un petit peu malheureux. Donc, espérons qu'on va en apprendre un petit peu plus que il faut avoir un stock de masques et de gel hydroalcoolique, et puis
et puis que les entreprises peut-être réapprennent les vertus de quelques stocks tampons ici et là, plutôt qu'être dans le fonctionnement juste à temps, comme qui est hyper optimisé, mais qui se grippe assez facilement, sans jeu de mots. Alors effectivement, ça pose la question de la relocalisation. Le problème, c'est que alors je suis pas sûr que ça soit une question forcément de compétences, parce que finalement on a vu partir du jour au lendemain, déménager par le patron qui a l'air d'installer l'usine en Europe de l'Est ou en Asie. On peut tout à fait imaginer des choses. Enfin, il y a encore des emplois manuels et de l'industrie en France, quoi qu'on en dise. Donc, il y a des choses qu'on peut effectivement relocaliser. La question, c'est effectivement, est-ce que on va être dans une logique de crise de 2008-2009 où voilà, il y avait des appels formidables à la régulation du secteur bancaire et promis on n'allait plus jamais se laisser prendre à ça. Et puis c'est reparti comme en 40 assez facilement. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que face à des normes environnementales, des normes sociales qui restent quand même assez différentes, même si finalement, sans doute, par exemple avec la Chine, le différentiel social se réduit d'année en année. Il y a quand même, voilà, enfin, il va rester une question de coût, de différentiel de coût, donc il peut être compensé par de la commande publique, du soutien public. Donc il peut y avoir effectivement un certain nombre de secteurs stratégiques, dont le médical ou des choses autour de la question de la gestion de crise sanitaire qui pourront être soutenus par la puissance publique. Et c'est aussi un appel, c'est aussi un révélateur de cette crise, c'est que c'est la capacité peut-être d'action de la puissance publique qui finalement revient au centre des réflexions et des débats. Mais j'ai du mal à croire que la relocalisation elle se fasse de manière massive, au moins dans un premier temps. Et puis il y a un autre problème, c'est que finalement les chaînes de valeur sont effectivement extrêmement imbriquées et on peut tout à fait, enfin, ne serait-ce que par exemple, je sais pas, pour faire de l'eau potable aujourd'hui, vous avez besoin d'ordinateurs, de capteurs pour surveiller vos points de captage d'eau, etc. Que sais-je. Bon, et puis les ordinateurs aujourd'hui, ils sont plutôt fabriqués chez Foxconn ou ailleurs en Asie du Sud-Est, enfin assemblés en tout cas. Et donc comment est-ce que vous faites? C'est-à-dire que finalement, pour être effectivement autonome ou résilient, comment est-ce que vous faites pour maîtriser l'ensemble de la chaîne? C'est très très compliqué. Donc pour moi, ça va au-delà de l'usine de masques. C'est finalement les machines qui permettent de découdre ces masques. Elles sont fabriquées comment? Où sont les pièces détachées? Et est-ce que derrière, il faut aussi avoir la fabrique de pièces détachées, etc. Et là, vous allez avoir le millefeuille de sous-traitance qui apparaît. Donc c'est un sujet qui est vraiment très très compliqué, cette question de la résilience économique et de la capacité locale de production. Ouais, c'est un casse-tête un petit peu. En fait, c'est très difficile de revenir en arrière, quoi. C'est surtout très difficile, à mon avis, d'être relativement dirigiste, quoi. C'est-à-dire que on peut l'être sur le rang numéro 1 ou peut-être sur le rang numéro 2 des sous-traitants d'un assembleur ou des sous-traitants d'un sous-traitant, mais ça sera difficile d'avoir toute la chaîne. Alors, par contre, je pense qu'on a quand même la capacité à prendre en compte ce coup de semonce, quoi, hein, parce que la résilience, là, qui avait commencé à être un mot magique et utilisé un petit peu dans tous les rapports et tous les travaux de consultants ou d'entreprises, ou même dans le domaine public, finalement, on heurte la question de la résilience à pleine vitesse. Et donc, il va falloir prendre effectivement cette question au sérieux, la question de la résilience alimentaire, de la résilience économique, des modes de fonctionnement. Je pense que on a quand même, dans le malheur de cette crise sanitaire, on a en même temps finalement une chance incroyable qui est que finalement la létalité de la maladie est quand même statistiquement en tout cas concentrée sur certaines populations, ce qui fait d'ailleurs que ça n'a pas été pris trop au sérieux par les gens jeunes et en bonne santé au départ, et du coup ce biais statistique finalement il a permis qu'il n'y ait pas trop de défections dans les secteurs clés, quoi. Et donc ça fonctionne encore. Mais imaginons une même crise sanitaire qui taperait de manière un petit peu plus
ben, on aurait peut-être assisté à des défections beaucoup plus massives et rapides. Et là, ce serait posé une énorme question de résilience alimentaire, notamment, et des flux logistiques. Donc, il faut qu'on apprenne de ça et qu'on soit capable de mieux s'organiser dans le futur. Comme vous disiez au début, là, on a vu on voit une flopée de tribunes et de discours sur les appels au monde d'après. Donc, tout le monde appelle de ses voeux à un changement profond de modèle, de vision du monde, etc. Est-ce que, là, en fait, finalement, ça rejoint le titre de votre dernier bouquin, le bonheur était pour demain, c'est un peu toujours pour demain. Et est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut espérer une reconstruction d'un modèle, une forme de décroissance choisie, ou est-ce que c'est du vent? Ah bah, je pense on peut toujours espérer. Ça serait malheureux si on espérait plus. Donc, c'est pas parce que ça a peu de probabilité de réussite qu'il faut pas essayer de s'engouffrer dans la brèche. Donc, moi, je ne tape pas du tout sur toutes ces tribunes ou tous ces appels ou toutes ces réflexions, ces groupes qui peuvent se monter pour réfléchir au monde d'après. C'est simplement que je me dis, voilà, il y a peut-être un temps pour tout. Et là, c'était peut-être ça a peut-être démarré un tout petit peu trop tôt par rapport aux urgences sanitaires et donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment la bande passante pour créer l'espace de débat? Bon, ça c'est une question, mais potentiellement oui, pourquoi pas. Et puis je comprends aussi l'urgence des réactions. Au sens où certaines décisions ne pourront pas attendre longtemps, probablement. C'est-à-dire la question de dire est-ce qu'on renfloue ou pas telle ou telle entreprise, sous quelles conditions, dans le transport aérien, dans la construction automobile, voilà. Et donc si on renfloue et qu'on met de l'argent public, on le fait sous quelle forme et qu'est-ce qu'on exige en retour et comment on évite un plan de relance keynésien plus qui soit encore plus difficilement encaissable pour la planète et son bilan carbone. Donc je comprends aussi cette question de l'urgence. Bon, ça ouvre quand même quelques perspectives. Les perspectives qui sont ouvertes, par exemple, c'est le fait que finalement on peut bousculer des dogmes, hein, et en particulier des dogmes économiques, quoi, hein, la question des respects des ratios de déficit, de dette, etc., qui explosent du jour au lendemain. Ça montre quand même que finalement tout ça, ce sont avant tout des normes, voilà, comment dirais-je, des constructions politiques et sociales qui peuvent valser assez facilement. Ou rayer d'un trait de plume l'ensemble des dettes, qu'elles soient privées, publiques, d'un coup, et puis le monde s'en porterait de la même manière, puisque les usines seraient toujours là, et les logements aussi, et la production de nourriture aussi. Donc finalement, ça peut ouvrir quelques perspectives. Alors ensuite, effectivement, il y a toute cette question de est-ce que en même temps que ça ouvre perspective, ça permet aussi de faire d'en faire des tonnes sur la question de ah bah vous vouliez la décroissance, ça y est, vous l'avez, les écolos, alors c'est ça votre décroissance, super. Les tribunes ne sont pas juste du côté de ceux qui veulent le changement, mais que ceux qui ne le veulent pas, en tout cas, vont se saisir aussi de ces semaines finalement globalement un peu désagréables, pour se dire que le monde où on se déplace moins et je sais pas quoi, il est pas forcément très très appétissant non plus. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que peut-être vous avez, dans cette période un peu compliquée pour tout le monde, je sais pas, vous avez peut-être un conseil pour les auditeurs pour ne pas sombrer dans la, dans la déprime, ou pour justement préparer des réflexions pour l'après? Alors un conseil personnel, sûrement pas. Je pense qu'il faut, voilà, chacun et chacune doit s'adapter le mieux possible à sa situation, qui est forcément éminemment liée à ses conditions, voilà, personnelles et professionnelles. Simplement, je pense qu'effectivement, essayons de garder en tête des points fondamentaux justement sur ce qu'on avait pointé avant cette crise, sur la non-soutenabilité de nos sociétés. Alors, elle est effectivement sans doute un peu fragile d'un point de vue sanitaire, mais il y a bien d'autres endroits de non-soutenabilité. Et donc, voilà, va se poser la question de la décentralisation par rapport à la concentration urbaine excessive et la densification qu'on a vu comme une possibilité
d'être plus écolo, de construire une ville concentrée plutôt que du périurbain, parce que ça consommait moins d'espace, parce que ça permettait des transports en commun plus efficaces. Finalement, aujourd'hui, non, c'est quand même, on s'aperçoit qu'il fait bon peut-être être dans la petite ville moyenne aujourd'hui que dans la grande ville. Les questions clés de ce qu'on peut faire et à quelle échelle, et effectivement, la question européenne va se poser de manière particulièrement aiguë probablement. Il y a également des choses qui avaient été entamées avant la crise et qui seraient bienvenues de poursuivre ou d'écouter. Donc, l'exemple des propositions qui sont en train de sortir de la Convention citoyenne sur le climat me semble aller dans le bon sens sur la question de la réglementation très forte de la publicité, sur le fait de ne mettre sur le marché que des voitures de plus petites qui moins émettrices de CO2, voilà. Et donc il y a des choses qui vont dans le sens justement de la résilience, y compris par rapport à des crises sanitaires. Je pense à des questions de tout ce qui est économie de la réparation, par exemple, qui a économie locale qui va bien avec le zéro déchet aussi et qui permet de plus autonomiser nos pratiques, nos services, nos besoins et d'être moins dépendant justement de ces chaînes mondiales qui sont sur cette économie linéaire du produire, consommer, jeter. Voilà, d'être un peu plus circulaire localement et de faire un peu plus durer, finalement, ça ira aussi dans le bon sens. Donc, il faut qu'on continue à pousser les feux sur ces sujets-là. Oui, en fait, toutes les idées sont déjà là. Donc là, il y a certainement plein d'appels à repenser le jour d'après, etc. Mais finalement, ça fait des décennies que les réflexions, elles sont déjà en cours, quoi. C'est ça qui est un petit peu à la fois enthousiasmant et malheureux, c'est ce que je raconte de manière peut-être un tout petit peu cynique, j'en sais rien, dans Le Bonheur était pour demain, c'est que ce débat entre finalement lanceurs d'alerte écolo et puis cornucopiens adeptes du progrès technologique à tout va et qu'on n'arrête pas et qui va forcément trouver la solution avant qu'on soit face à une pénurie ou autre. Ce débat-là, on l'a au moins depuis 70 ans, donc il réémerge, si je puis dire. À chaque génération, on en réinvente un peu les termes parce que entre temps, évidemment, les conditions ont un peu évolué. Mais fondamentalement, c'est toujours un peu le même sujet. C'est-à-dire, est-ce que on doit le plus intelligemment possible commencer à appuyer sur la pédale de frein ou est-ce qu'on doit au contraire être pied au plancher et on va avoir à nouveau ce débat-là, c'est certain. L'avenir nous réserve des surprises intéressantes. Espérons que ce soit des surprises un peu moins désagréables que la dernière, mais bon voilà, c'est vrai que qui est capable aujourd'hui de prévoir comment les choses vont évoluer, y compris d'un point de vue économique. Voilà, on voit bien que les modèles qui sont habitués à jouer sur quelques composantes de pourcentage de croissance plus ou moins importants et autres sont totalement désemparés. J'en ai peur face à la complexité du réel du monde et de cette crise, quoi. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Philippe Biouix. Merci, Alexia. À bientôt. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager les épisodes et à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. À très vite.